L'effondrement de l'Empire romain, c'est un sujet qui est énormément étudié, c'est même devenu un domaine d'étude à part entière en histoire. Invasion barbare, chute des valeurs, pour certains l'influence du christianisme, ou bien la trop grande taille de l'Empire qui l'empêche d'être correctement administré, autant de raisons qui sont souvent évoquées, et en réalité, c'est probablement un mélange de plusieurs de ces raisons. Mais l'un des aspects qui est le moins connu et le moins étudié, et que je trouve pourtant l'un des plus intéressants, c'est celui de la politique monétaire. Alors aujourd'hui, on va laisser de côté la religion, l'aspect militaire, les orgies, tout, pour se concentrer uniquement sur la monnaie, et plus précisément sur la monnaie la plus utilisée pendant l'Empire romain, le denier. Pour placer un peu le décor, on peut commencer au 1er siècle avant Jésus-Christ, lorsque Octave prend le nom d'Auguste et se déclare empereur. À ce moment-là, l'Empire n'a pas du tout atteint sa taille maximale, mais il a quand même conquis une bonne partie du contour méditerranéen, puisqu'il s'étend de la Manche au nord de la France jusqu'à la Syrie. Toutes ces terres, elles sont unies sous un même système légal, ce qui donne beaucoup d'avantages puisque les unités de mesure sont les mêmes et la monnaie est aussi la même, ce qui facilite le commerce. Maintenant, voilà comment fonctionne le système monétaire à ce moment-là. La monnaie est émise par le gouvernement sous 3 formes: l'auréus d'or, le denier d'argent et le sesterce de cuivre. Un auréus vaut 25 deniers et un denier vaut 4 sesterces. À ce moment-là, il y a déjà une augmentation de la masse monétaire, c'est-à-dire que grâce aux conquêtes et grâce aux métaux qui sont minés et donc qui servent à frapper de nouvelles pièces, il y a de plus en plus de pièces en circulation. Mais c'est pas vraiment un problème parce que ça correspond à une augmentation de la production. L'Empire romain, il s'étend, il produit de plus en plus, et donc c'est pas choquant qu'il y ait de plus en plus de monnaie en circulation. Maintenant, les impôts à ce moment-là, en réalité, ils sont assez faibles. La République s'est beaucoup enrichie grâce à des conquêtes partout autour de la Méditerranée, notamment en Espagne, grâce aux mines d'argent là-bas qui lui assurent de gros revenus. Et même si des impôts sont créés souvent pendant les guerres pour soutenir l'effort de guerre, la plupart du temps ils sont arrêtés après. En moyenne ils sont assez faibles, il y a à peu près 5% de frais de douane pour le commerce, et il y a presque jamais d'impôts sur les citoyens pendant les périodes de paix. C'est surtout les provinces qui viennent d'être conquises qui sont imposées. Du coup, quand Auguste arrive au pouvoir, évidemment il y a moins de liberté politique parce que c'est un autocrate, il dirige tout seul, mais les libertés économiques augmentent parce qu'il comprend l'importance du commerce pour la paix. Donc il régularise les taxes qui avaient été montées précédemment à cause de la guerre, pour qu'elles restent à environ 1% par an, imposées sur les propriétés des citoyens. Malgré ça, il récolte quand même tant d'argent qu'il peut rénover toutes les routes de Rome et d'Italie, restaurer les temples et en construire de nouveaux. C'est ce qui fera dire à l'historien Mikhail Rostov-Stev que l'ère augustinienne est une période de liberté d'échange presque totale et de grandes opportunités pour les initiatives privées. Maintenant, c'est au 1er siècle après Jésus-Christ que les choses commencent vraiment à se gâter. Les dépenses publiques augmentent de plus en plus vite, principalement à cause des guerres et des distributions gratuites de nourriture, qui touchent plus de 200 000 citoyens. Et là, les empereurs romains commencent à comprendre que, plutôt que d'augmenter les taxes, ce qui évidemment est accueilli avec beaucoup de réticence, ils ont une manière un peu plus subtile d'augmenter les dépenses publiques, c'est tout simplement de frapper plus de monnaie. Mais le truc, c'est que c'était des monnaies métalliques à l'époque, c'était de l'or, de l'argent, ils pouvaient pas en inventer comme aujourd'hui on fait avec la planche à billets. Donc, ce qu'ils font tout simplement, c'est qu'ils commencent à réduire la quantité d'argent dans le denier. Cette inflation, elle va se passer sur le denier, beaucoup plus que sur l'auréus d'or, parce que déjà l'auréus d'or, il est beaucoup moins utilisé en pratique, et aussi, comme c'est de l'or, c'est plus facile de se rendre compte qu'il est impur. Sous Néron, la quantité d'argent dans le denier descend à 90%. Puis sous Trajan, un peu plus tard, elle baisse jusqu'à 85%. Sous Marc Aurèle, elle est ramenée à 75%. Puis sous Septime Sévère, on descend en dessous de 50%. Au fur et à mesure de la dévaluation du denier, les gens commencent à se rendre compte qu'il commence à valoir beaucoup moins que l'or. Et donc il y a une loi assez intéressante qui commence à s'appliquer, ça s'appelle la loi de Gresham. Ce que ça veut dire, c'est que comme tout le monde sait que l'or continue à avoir beaucoup de valeur et que le gouvernement imprime énormément de pièces en argent, même si elles sont plus pures, et quand il fallait payer les impôts, tout le monde payait en argent parce que tout le monde voyait que ça avait de moins en moins de valeur. Et tout le monde voyait qu'il fallait garder l'or précieusement. En pratique, ça a sans doute fait baisser ses recettes, puisque plus personne ne payait les impôts en or, et donc il faisait que recevoir l'argent qu'il était lui-même en train d'imprimer de l'autre côté. Au début du 3e siècle, il y a une période très violente qui commence, qu'on a appelée plus tard l'anarchie militaire. Pendant à peu près 50 ans, il n'y a que des coups d'état, il y a 26 empereurs romains qui se sont succédés, et sur les 26, il y en a un seul qui est mort de cause naturelle. Tous les autres, soit ils sont morts à la guerre, soit ils sont fait assassiner. Pour illustrer un peu à quel point est-ce que l'armée prend le contrôle et les dépenses militaires augmentent, on peut citer Septime Sévère qui, à sa mort, dit à ses 2 fils, Caracalla et Geta, vivez en harmonie, enrichissez les troupes, ne pensait à rien d'autre. Son fils Caracalla a très bien compris ça, puisque après avoir tué son frère, il va dépenser tellement dans l'armée que ça va vraiment mettre à mal les finances de l'Empire, et sa mère va lui supplier d'arrêter. Pour augmenter les salaires des soldats de 50%, il fait 2 choses intéressantes. Il double l'impôt sur l'héritage, et il accepte de plus en plus de citoyens dans l'Empire pour pouvoir les taxer. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, presque toute la population masculine adulte qui vit dans l'Empire romain peut obtenir la citoyenneté. Évidemment, à part les esclaves. Faut savoir que 2 siècles auparavant, la population qui est vraiment citoyenne dans l'Empire, c'est même pas 5% de la population. En fait, déjà les femmes et les enfants sont complètement exclus, mais ensuite, même parmi les hommes en âge d'être citoyens, la grande majorité, ils sont soit esclaves, donc évidemment ils peuvent pas l'être, soit métèques, c'est-à-dire que c'est des étrangers qui sont venus là pour le commerce, soit c'est des barbares dans l'armée, et il y a même pas 10% de la population masculine adulte qui est citoyen. C'est intéressant ce truc de essayer d'attirer de plus en plus de gens pour pouvoir les taxer, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve à différents moments de l'histoire, et c'est vrai qu'au fond, encourager la natalité, ça résout le problème, puisque ça permet de taxer plus, mais c'est très long, ça prend au moins 10, 15, 20 ans
pour que l'enfant, qui au départ est purement une charge d'un point de vue économique, finisse par devenir productif. Alors que si on importe de nouvelles populations, elles consomment, et là on peut les taxer directement, ça va beaucoup plus vite. Maintenant, au 3e siècle, c'est le moment où l'Empire atteint sa taille maximale. Il va de l'Écosse jusqu'à l'Euphrate en Irak, au nord il touche l'Allemagne, et au sud il va jusqu'au sable du Sahara. C'est à partir de ce moment-là que l'Empire va arrêter de s'étendre, donc tous les nouveaux revenus qu'il veut trouver, il pourra pas les trouver à l'extérieur, il va falloir qu'il les trouve à l'intérieur. Mais c'est aussi le moment où ses frontières sont les plus grandes, donc il faut une armée énorme pour pouvoir le défendre. Or l'armée a de plus en plus de difficultés à recruter des soldats romains, donc elle recrute des mercenaires, autrement dit des barbares. Et pour payer cette armée plus grande que jamais, comme d'habitude, il y a que deux manières de faire, les taxes et l'inflation. Et les empereurs romains vont plutôt choisir la deuxième option, puisque un peu après le milieu du 3e siècle, il reste plus que 5% d'argent dans le denier. Et à peine 15 ans plus tard, sous le règne de Claudius Diogoticus, on estime qu'il reste 0,02% d'argent dans les nouveaux deniers qui sont émis. Alors pourtant ça s'appelle quand même le denier d'argent. En 20 ans, les prix montent de plus de 1000% dans certaines provinces. Pour un peu se rendre compte, on a quelques graphiques. Là c'est la pureté des pièces en argent de l'Empire romain. On voit qu'au départ c'est très proche de 100%, ça baisse progressivement, on atteint vite 50%, mais ce graphique-là, il s'arrête assez vite. Celui-là, il montre un peu mieux ce qui se passe après. D'ailleurs, là, c'est une échelle logarithmique, donc on se rend pas compte à quel point ça descend vite, mais si c'était linéaire, ce serait tellement vertical, on verrait à peine. Bon, il n'y a pas besoin d'être un trader pour se rendre compte que ça s'appelle la pente de la mort. Fin 3e siècle, il y a à peine 1% d'argent dans le denier. Début 4e siècle, il y en a même pas 1 pour 1000. Le truc d'une telle inflation, c'est qu'elle détruit totalement l'économie, parce que même si l'État peut stimuler l'économie avec cette nouvelle monnaie qu'il crée, et par lequel il peut faire des dépenses publiques, payer des gens qui vont, eux, de leur côté, consommer. La réalité, c'est que pour qu'une économie fonctionne, il faut qu'il y ait une certaine confiance dans le futur, il faut qu'il y ait une certaine stabilité. Si vous avez de l'argent, mais qu'il y a une telle inflation, vous allez jamais l'investir parce que même si votre investissement, au bout de 1 an ou 2 ans, il finit par être productif et il y a un retour sur investissement, ça se trouve, ça aura été 10 fois inférieur à l'inflation parce que de l'autre côté, le gouvernement aura imprimé plus d'argent que jamais. Et du coup, c'est un cercle vicieux qui est lancé parce que plus la monnaie dévisse, plus l'économie est heurtée, donc plus l'État va essayer de dépenser pour apaiser la population, donc plus l'État va imprimer, donc plus l'économie se dégrade. C'est comme une addiction. Si l'État arrête d'imprimer, il doit commencer à dire la vérité aux gens sur ce qu'il peut se permettre et ce qu'il peut pas se permettre. Maintenant, ça veut pas dire qu'à l'époque, il n'y a pas des tentatives de rattraper le coup. Les premières, on les voit sous Dioclétien, qui va tenter le contrôle des prix. Le problème avec le contrôle des prix, c'est que, comme ça arrive quasiment toujours, tout ce que ça fait, c'est créer un marché noir où les vrais prix sont reflétés. Malgré la peine de mort qui était promise à ceux qui enfreignent cette loi, en pratique, les prix ne font que monter puisque les marchands évidemment refusent de vendre à perte. Et donc Lactance, un contemporain de Dioclétien, nous dit qu'en réalité, à l'époque, la montée des prix était de pire en pire et que la loi dû être abolie. Constantin aussi, le premier empereur chrétien, il va essayer de contrôler cette inflation, mais il va être dans une situation assez compliquée, puisqu'en fait, les mercenaires qui forment l'armée romaine, ils ont très bien compris ce qui se passait au niveau de l'inflation, et ils voient que le denier a de moins en moins de valeur. Et donc, ils finissent par refuser d'être payés en denier, et à exiger d'être payés en or. À ce moment-là, on est début 4e siècle, on est juste après la période de l'anarchie militaire, donc c'est quand même assez important pour l'empereur d'avoir l'armée dans la poche, parce qu'il sait que le règne de beaucoup de ses prédécesseurs a pas été si long à cause de ce genre de problème. Ce qui fait que Constantin, non seulement il cède, mais comme il a plus assez d'or pour pouvoir payer l'armée, il finit par demander à ce que les impôts soient tous payés en or, ce qui est absolument incroyable puisque il refuse pour les impôts sa propre monnaie qui est le denier. C'est aussi à ce moment-là que les saisies de propriété des citoyens riches deviennent de plus en plus communes, souvent sous des prétextes de trahison, tout simplement parce que dans ce genre de situation, on satisfait en premier ceux qui sont les plus dangereux. Et les plus dangereux, c'est les mercenaires. Maintenant, on dirait que toutes ces tentatives ont eu peu d'effet puisque au début du 4e siècle, on assiste à la chute véritablement de toute l'économie romaine. Pour s'en faire une idée, il suffit de quelques chiffres. En l'an 301, une livre d'or, soit à peu près un demi-kilo, valait 50 000 deniers. 10 ans plus tard, c'est 120 000 deniers. 13 ans plus tard, c'est 300 000 deniers. Et encore 13 ans plus tard, à la mort de Constantin, une livre d'or coûtait 20 millions de deniers. Ça rappelle les enfants allemands qui font des châteaux de cartes avec les paquets de billets dans les années 20. Au même moment où la monnaie s'effondre, la charge des impôts sur les Romains fait plus que doubler. Et c'est à ce moment-là que la plupart des fermiers ne peuvent plus vivre de leur récolte. Tous ces fermiers, quand ils peuvent pas payer leurs impôts en or, puisque le prix de l'or en deniers est devenu stratosphérique, ils finissent souvent par abandonner leur propriété ou par carrément se vendre à des propriétaires terriens plus grands, soit en tant qu'employés, soit carrément en esclavage. Lactance, toujours le même, le poète chrétien, qui a vu ça de ses propres yeux, nous dit « Le nombre des bénéficiaires finit par excéder le nombre de contributeurs au point où, les ressources des fermiers épuisées par les énormes réquisitions, les champs furent désertés et les terres cultivées redevinrent des forêts. » C'est assez triste, c'est une tragédie qu'on voit aussi aujourd'hui, parce que quand les impôts montent, finalement, souvent les plus riches, ils ont des moyens de s'en échapper. À l'époque, c'était par les pots de vin, aujourd'hui, il y a d'autres techniques, il faut aller au Luxembourg, à Malte, etc. Mais les gens qui payent, au final, c'est toujours les gens normaux, qui eux, ont pas 30 000 moyens. Pour essayer d'enrayer le phénomène, il y a des mesures qui sont prises, mais évidemment, elles sont pas très efficaces. On passe des lois pour obliger les gens à continuer leur métier et aussi obliger leurs enfants à faire le même métier qu'eux. Puis en 368, l'empereur Valens interdit carrément de renoncer à sa liberté
pour se placer sous la protection d'un propriétaire terrien. Toujours au 5e siècle, en France, le prêtre Salvien de Marseille nous dit « L'Empire s'effondre car il le mérite, il a abandonné le principe de bonne gouvernance, c'est-à-dire la justice au peuple. » Et c'est en 476 qu'un général barbare finit par renverser le dernier empereur romain d'Occident. D'ailleurs, beaucoup de Romains ont accueilli les barbares avec de la joie parce qu'ils voyaient en eux la libération d'un empire qui était devenu écrasant. Voilà pour l'histoire de l'Empire romain d'Occident. Évidemment, l'Empire romain d'Orient, qu'on a appelé plus tard l'Empire byzantin, a continué à exister pendant encore 1000 ans, mais ça c'est une autre histoire. C'est assez intéressant de voir ce qui se passe au niveau de la politique monétaire à l'époque, puisque personnellement on m'a pas du tout appris ça en histoire, enfin en tout cas je m'en souviens pas, pourtant je me souviens beaucoup plus des batailles et des Goths et des Visigoths. Du coup, c'est quand même assez intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui à la lumière de l'histoire. Évidemment, aujourd'hui, ça fonctionne pas vraiment de la même manière, puisque c'est pas de la monnaie qui est frappée vraiment, c'est plutôt les banques centrales, la Fed, la BCE, qui contrôlent l'impression monétaire par les taux d'intérêt directeurs qui sont fixés. Et depuis que les taux d'intérêt sont à 0%, ils le font par d'autres moyens, le quantitative easing, c'est-à-dire juste injecter de l'argent dans l'économie. Mais bref, ça c'est tout un autre sujet, la politique monétaire aujourd'hui. Peut-être que j'en parlerai dans des prochaines vidéos, dites-le moi si ça vous intéresse. Toujours est-il que ça fait assez réfléchir quand on s'intéresse à ça, parce que quand on voit un peu comment fonctionnent les crypto-monnaies, on peut leur faire des reproches, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que leur cours varie très vite, puisqu'il y a beaucoup de spéculation et elles sont encore petites par rapport au reste de l'économie mondiale. Mais une chose est sûre, c'est qu'elles permettent de ne pas avoir un organe centralisé qui contrôle l'impression monétaire. Si on prend l'exemple du Bitcoin, il n'y en a que très peu qui est imprimé, et c'est donné à chaque fois aux mineurs qui minent un bloc. Et en plus, cette quantité, elle est divisée par 2 tous les 4 ans, jusqu'à ce qu'elle devienne nulle. Sur l'Ether, la manière dont l'inflation fonctionne, c'est un peu plus compliqué depuis 1559, mais en gros, c'est une inflation qui est quand même très faible. Il peut même parfois être déflationnaire, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin. Et dans les deux cas, c'est pas contrôlé par un organisme central. Mais je pense que les monnaies nationales vont sans doute perdre en ampleur, ça va être très lent, hein. Faut pas s'attendre à ce que ça se fasse d'un jour à l'autre, parce que au fur et à mesure que ce pouvoir de l'impression monétaire est accaparé par des petits groupes et qu'ils en abusent, comme ça se passe depuis 2008, mais beaucoup plus rapidement depuis ces dernières années, et ben au bout d'un moment, on va peut-être commencer à voir s'appliquer la loi de Gresham. La loi qui dit que lorsqu'une monnaie est extrêmement dévaluée, tout le monde finit par le comprendre, et donc tout le monde finit par chercher les monnaies qui n'ont pas ce problème-là. Je vous laisse faire vos propres conclusions, de toute façon je fais pas de conseils d'investissement. Toujours est-il que j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire de vidéos qui seraient similaires, puisqu'en ce moment je lis beaucoup de livres d'histoire, et de livres en général. D'ailleurs, si j'ai un livre à conseiller sur l'Empire romain, c'est le livre de Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire. En réalité, je le conseille un peu vite parce que, en fait, c'est un livre tellement grand que j'en ai lu qu'une fraction minime. Je crois qu'il y a genre 5 ou 6 tomes, et rien que le premier tome, c'est déjà plus de 2000 pages, et j'ai pas du tout fini le premier tome, mais c'est considéré comme un classique du domaine, et c'est vraiment pas inintéressant. Bref, là je diverge. Évidemment, si ça vous intéresse, il y a beaucoup de sources en description, j'ai mis quasiment tout ce que j'ai lu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!